Mon propos était de donner la parole aux perdants de l'histoire, à ceux dont on se moque, ceux qui ont tout perdu, et surtout leurs illusions. Quand on parle de roman choral, c'est comme en musique. On a plusieurs voix, et tout d'un coup, ça fait une mélodie, avec de la densité. J'ai besoin de me surprendre moi-même. Et si je connais la fin, je m'ennuie. Je suis plutôt habitée par des grandes thématiques. La thématique de l'invasion d'un territoire. À cela, je rajoute une couche, c'est l'invasion des corps. Un homme sur une femme, des parents sur des enfants, un maître sur un esclave, l'État sur un soldat, une nation sur une autre nation. La littérature, l'imaginaire, c'est mon refuge et c'est sans doute mon paradis. Mais quand on vit à l'étranger, l'exotisme finit par disparaître et finalement, ce qui compte, c'est les gens. Il n'y a que ça qui compte. Donc on peut aller au bout du monde. C'est la relation qui est la plus importante, donc à quoi bon partir ? Si seulement une parole et je serai guérie. Je ne sais pas si la littérature guérit, mais en tout cas, la parole, si elle a sa fonction la plus majeure pour moi, c'est ça. Bonjour Bénédicte Dupré-Latour. Bonjour François-Xavier. Je suis vraiment très content de vous rencontrer aujourd'hui. Alors on est à Fontaine-aux-Livres. Fontaine-aux-Livres, c'est une institution parisienne qui se préoccupe de petits éditeurs. Alors quand je dis petits éditeurs, ça n'a rien de dévalorisant. Mais bon, on sait qu'il y a des grands groupes d'édition et puis il y a des éditeurs plus petits, voilà, par leur nature. Et d'ailleurs, votre livre, Terre promise, alors Terre promise bien sûr au pluriel, a été édité par les éditions du Penseur. Et bon, je voulais commencer par là. Est-ce qu'on peut rendre hommage aux éditions du Penseur ? Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces éditions ? Alors, je ne suis pas dans la tête de mon éditeur, fort heureusement. Mais effectivement, les éditions du Penseur, petit en effectif, en taille, mais avec de la grandeur et de la noblesse dans sa vision de la littérature. C'est une très belle rencontre que j'ai faite à la faveur d'un manuscrit envoyé il y a 2 ans. Donc les éditions du Penseur, c'est un éditeur jeune qui a 5 ans. Je dirais que c'est un chevalier de la littérature. Voilà, c'est quelqu'un qui défriche, qui découvre, qui ose éditer des premiers romans, qui en fait même, je ne dirais pas sa marque de fabrique, mais en tout cas, qui a cette volonté d'aller toujours découvrir de nouveaux textes, et qui mène un travail éditorial de grande qualité. En tout cas, moi, c'est ainsi que je l'ai perçu, pour porter le texte le plus loin possible avec son auteur. Oui, j'ai vu qu'il ne faisait donc ni réédition, ni traduction. Bon, il y a une petite facilité dans l'édition, entre guillemets, c'est de traduire des ouvrages qui ont déjà marché à l'étranger. Chez eux, effectivement, ce n'est que de la création littéraire française, alors, ou francophone, je ne sais pas. Oui, c'est de la création. En cela, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Et ça, je lui en suis infiniment reconnaissante. Et je me demandais, ils sont basés à Lyon, d'ailleurs, ou dans la région ? Ils sont dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise, c'est ça. Vers Villefranche-sur-Saône. Donc ça aussi, c'est pour les amis parisiens. Il n'y a pas que des maisons d'édition à Paris. Il y a de très belles maisons sur tout le territoire. Ah oui, Villefranche, donc oui, exactement. Au nord de Lyon. Oui, ça. Au nord de Lyon. Oui, parce qu'on a un point commun avec Bénédicte, c'est que moi, je suis né à Lyon. Bénédicte vit à Lyon, je peux le dire. On peut le dire. C'est pas un secret. Ce n'est absolument pas un secret. Bon, alors j'ai commencé comme ça, parce qu'effectivement, donc Fontaine-aux-Livres. Et pourquoi Fontaine-aux-Livres ? Parce que Fontaine-aux-Livres, dans ses locaux, il y a aussi donc, une structure qui gère, qui organise, qui met en valeur des maisons d'édition justement indépendantes à partir d'un prix qui s'appelle le prix hors concours. Et vous êtes lauréate du prix hors concours, mention du public, je le précise, puisqu'il y a deux prix quoi, chez hors concours. Donc la mention du public, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est les gens qui vous plébiscitent, les lecteurs, les vrais gens. Les vrais gens, comme diraient certains. Intérêt, comme disent certains. Autre que donner leur avis brut de décoffrage. Donc c'est un très beau prix. Je suis très attachée, moi, au prix des lecteurs. Et puis à leur ressenti, à ce qu'ils peuvent éprouver à la lecture d'un roman. Parfois, c'est pas toujours agréable à entendre, mais en tout cas, parfois, c'est très agréable à entendre, et puis ça vient du cœur. Voilà, donc je suis très attentive à ces prix-là. Oui, alors vous me tendez une perche, parce que j'aime bien creuser cette question. Vous, les critiques, à la fois qu'elles soient peut-être émises par des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'écrire sur le livre, mais aussi donc, par les lecteurs, qui peuvent donner leur avis aussi largement, alors que ce soit sur Internet ou par d'autres biais. Vous lisez les critiques sur votre livre ou pas ? Au début, je les ai lus, et puis je m'en suis un petit peu éloignée.
Voilà, après, j'ai un compte Instagram que j'ai créé pour l'occasion. J'ai découvert ce monde abominable qui est ce réseau social, mais néanmoins attachant, puisque j'y suis désormais liée et je fais mon petit tour tous les jours. Donc, c'est une habitude maintenant que j'ai. J'espère peut-être un jour m'en défaire. Voilà, mais effectivement, je lis les commentaires des lecteurs quand ils me tombent sous les yeux. Après, j'en fais pas une quête. C'est vrai qu'on parle de réseaux sociaux, on dit qu'Instagram est le réseau de la littérature, enfin, au sens large. Mais il y a TikTok maintenant aussi. Alors. Paraît-il, mais je crois que je suis désespérément trop vieille pour ça. Voilà. C'est le hashtag BookTok. Oui, il paraît que ça fait fureur. Ça cartonne. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est des réseaux plutôt pour les jeunes. TikTok, ça s'adresse à la jeunesse. Et qu'il y a un engouement pour la lecture avec des gens qui commandent, des jeunes qui s'emparent de la littérature, de genre, de l'imaginaire, dans plein de domaines. Je trouve ça, voilà, dans plein de thématiques, je trouve ça absolument formidable. C'est un espoir pour le livre. Oui, et puis c'est incroyable cette histoire de BookTok. Ça a apparu comme ça a fait irruption, je dirais même, pendant la Covid, pendant la crise où on était un peu fermés chez nous. Et puis alors là, bang, ça crée des phénomènes. Oui, et d'ailleurs, bon alors, il y a quelque chose autour de la new romance, comme on dit, mais il y a aussi beaucoup de classiques qui sont mis comme ça au bout du jour, des Jane Austen, enfin bon, bref. Je m'égare, nous allons revenir à nos terres promises. Et alors, merci pour ce roman. Et alors, je vais vous dire d'autant plus qu'au début, moi, je ne serais pas allé vers Terre Promise. Pourquoi ? Parce que les cow-boys et les Indiens, je me dis, oh non, les cow-boys et les Indiens, j'ai déjà lu ça. Enfin, non, j'ai pas envie de dire. Et alors, merci, parce que vraiment, c'est un régal de lecture. Comment je pouvais dire ça ? Pour moi, c'est un plaidoyer pour la littérature, parce que voilà, justement, à partir d'un truc où je dis, bon, les cow-boys et les Indiens, ça ne m'intéresse pas. Et votre roman m'a passionné, et ça passe vraiment par je pense, la manière dont vous écrivez. Voilà, je ne suis pas non plus un critique littéraire très profond, mais ce qui m'a accroché, mais vraiment au sens, comme on dit, Patch Turner, là, des romans que vous ne voulez pas lâcher, c'est vraiment votre écriture, quoi. Donc, merci pour ça. Merci aussi. Et pour ce premier roman, en plus. Donc, alors, je voulais pas non plus... moi non plus, je voulais pas écrire sur les cow-boys et les Indiens. Et oui, voilà, c'était ça. Alors, c'était ma question. Parce que je voulais d'abord faire un compliment, puis en venir à pourquoi ce sujet. Pourquoi ? Mais alors, il faut peut-être revenir à la genèse. Moi, c'est certes mon premier roman qui est publié, mais j'ai bien des essais dans mes tiroirs, comme je pense beaucoup d'apprentis auteurs. On s'échine pendant beaucoup de temps. Moi, ça faisait 10 ans que j'écrivais. J'écrivais absolument pas du tout sur les cow-boys et les Indiens. J'étais partie sur une autre histoire. C'était l'histoire d'un couple qui arrive dans un appartement. Et il se passe des choses assez bizarres, mais seule la femme s'en rend compte. Et elle pense qu'elle est folle. Donc elle va recenser ça dans un journal intime. Et son mari, qui est très curieux, qui la voit écrire tous les soirs, lui dit « Mais qu'est-ce que tu écris ?» Elle veut absolument pas que son mari lise son journal intime, parce que elle va passer pour une folle, et donc elle lui dit « J'écris un western ». Et j'ai commencé à écrire Terre Promise par l'intermédiaire de ce personnage. Donc, d'une certaine manière, c'est pas moi qui ai écrit Terre Promise. C'est extraordinaire, ça. Donc j'ai été plus passionnée par l'écriture de ce livre dans le livre, ce roman dans le roman, que ce que j'étais en train de faire sur ce couple dans cet appartement. Donc j'ai continué Terre Promise de cette manière. Et j'ai dû écrire une 50aine de pages. Et puis après, j'ai laissé reposer, parce que j'étais très enthousiaste à l'idée d'écrire sur ce sujet que je n'avais pas choisi. J'ai vraiment eu l'impression que c'était le sujet qui me choisissait. J'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, mais pourquoi j'écris là-dessus ? Tout a été fait, tout a été dit, redit. C'est une ressucée de choses qui existent en 1000 formats. Donc, dupliquer, à quoi bon ? Répéter, à quoi bon ? Copier, à quoi bon ? Et j'étais assez embêtée parce que je pouvais soit abandonner ce projet, mais j'aurais été très frustrée parce que j'y trouvais un grand plaisir. Et donc je me suis dit, mais si je continue, il faut que j'ai un cadre littéraire, que je m'impose un canevas. Parce que j'avais vraiment le sentiment que ce sujet qui sortait assez spontanément avait quelque chose de profondément dérangeant.
J'étais extrêmement dérangée et attirée par ce sujet. Puis je me suis interrogée, je me suis tournée en arrière et effectivement, durant toute mon enfance, j'ai été bercée de récits de cow-boys et d'Indiens, par des films bien sûr, par de la bande dessinée avec Blueberry, et par des jeux d'enfants. Je pense qu'on est très nombreux, en tout cas de ma génération, à avoir joué aux cow-boys et aux Indiens. Voilà, moi j'étais plutôt l'Indien. Je sais pas si vous avez joué. Je pense que les enfants aiment bien jouer aux Indiens. Alors moi j'ai dû jouer aux Indiens, mais alors, je sais plus. Peut-être Indien aussi. Les Indiens m'ont toujours semblé plus sympathiques. Mais... Oui, puis on est attiré par la nature quand on est un enfant. Et les Indiens, a priori, sont plus proches de la nature. Voilà. Donc je me suis dit, mais tout ça, toutes ces légendes-là, venues d'outre-Atlantique, elles ont fondé la partition de mon enfance. Or, je n'ai jamais joué à Astérix et Obélix, je n'ai jamais joué finalement à l'histoire de France. Pour autant, et pourquoi je me suis mise à jouer à une histoire qui n'était pas la mienne. Donc ça m'a beaucoup interrogée. Et j'avais le sentiment, alors non pas tant de l'imposture, mais si je continuais à écrire, j'avais le sentiment de faire allégeance. Et ça a été presque une sorte de repoussoir. Je me dis, si je continue, je vais faire allégeance. Et ça, c'est quelque chose que je m'y refuse. Et donc je me suis dit, je vais faire en sorte que ce qui ressemble à un western n'en soit pas un. Et je veux faire la démonstration que mon imaginaire qui a été colonisé, je suppose que je ne suis pas la seule. Et je veux que mon lecteur s'en rende compte aussi. S'il est un bon lecteur, bien entendu. Voilà, donc j'ai mis en place un dispositif pour que dans mon écriture, je n'évoque absolument pas de date, de lieu, d'événements. Il n'y a aucun référentiel aux États-Unis. Je me suis imposée aussi comme contrainte de ne pas ouvrir un livre d'histoire pour voir ce qui sortait. Et la preuve est que, effectivement, j'ai été assez colonisée, puisque j'ai pu en écrire tout un livre. Voilà. Et l'une des autres contraintes que je me suis imposée, c'est d'évacuer du texte toute référence, tout mot qui fasse référence au western. Donc on n'a pas de cow-boy, on n'a pas d'indien, on n'a pas de shérif. Voilà. Tous ces mots-là sont expurgés et pour autant on y est. C'était pour moi c'est un travail que j'ai fait vraiment dans la dentelle pour analyser tout le texte sous ce prisme-là, pour évacuer tout le texte de ces références. Et alors, vous dites pas de livres d'histoire, mais est-ce qu'il y a d'autres livres? Parce qu'il y a quand même des passages très précis, par exemple, sur les orpailleurs, donc les chercheurs d'or, évidemment. Un des grands clichés, on va dire, de la conquête de l'Ouest. Et vous décrivez assez précisément les choses. C'était aussi déjà dans vos présents en vous? Je suppose, puisque je ne me suis pas renseignée sur les orpailleurs. D'accord. Je pense que voir des films qui les représentent, voilà, quelqu'un qui accroupit au bord d'une rivière, qui secoue son tamis et qui cherche avec acharnement dans l'eau glacée, avec les mains rougies, qui cherche de l'or. Il suffit d'activer ces images-là pour que ça les active aussi dans l'imaginaire de tout le monde. Je n'ai pas eu besoin d'entrer beaucoup dans le détail. Et c'est peut-être ça que tient justement la fascination qu'on peut ressentir à la lecture du roman. Et aussi, alors moi, c'est vrai que il y a quelques jours, vous disiez que vous étiez imposé un canevas important. Et ce que j'aime bien, effectivement, j'aime assez souvent dans les romans, c'est cette forme chorale, comme on dit, c'est-à-dire différents personnages, mais qui ont tous des liens plus ou moins forts les uns avec les autres. Et ça finit par tisser justement un récit ou une quête. Et ça, pour vous aussi, ça s'est imposé rapidement, cette forme-là? Moi, vous savez, on est toujours un peu feignant quand on écrit. On veut aller vite et que ça ne nous demande pas trop d'efforts. Donc, j'avais commencé par écrire un portrait, donc l'histoire d'un personnage qui devait faire 70 pages. Et je m'étais dit, bon, je trouve que parler d'une invasion, puisque c'est le sujet, on parle d'une invasion d'une terre, eh bien, ce serait dommage de ne donner la parole qu'à un seul personnage, puisque mon propos était de donner la parole au perdant de l'histoire.
à ceux dont on se moque, ceux qui ont tout perdu, et surtout leurs illusions, malgré les promesses qu'on leur a fait miroiter. Et donc je voulais donner la parole à 4 hommes et 4 femmes, qu'ils soient colons ou natifs, pour avoir une représentativité et pour vraiment brosser des destins qui sont complètement renversés. Voilà, c'est des destinées qui, comme des fétus de paille, sont balayées par une nature extrêmement hostile et par des événements qui dépassent ces personnages. Alors la choralité, elle m'intéresse, mais quand on parle de roman choral, c'est comme en musique, hein. On a plusieurs voix, et tout d'un coup, ça fait une mélodie, avec de la densité. Et ça, je trouve ça très intéressant d'aller chercher cette densité. Parce que à l'oreille, on a une mélodie qui se tient, et si on est attentif, on se rend compte que plusieurs voix coexistent. Et je trouve ça très intéressant, ce parallèle avec la musique. Et justement, cette densité, comment vous la travaillez, puisque vous la recherchez? C'est ça le plus dur dans le... Alors, Il faut beaucoup couper, comme dit ça. J'ai une lectrice qui me disait, mais il y a 8 romans en un roman. Donc ça, c'est intéressant parce que ça m'a interloquée. Effectivement, il y a beaucoup de personnages, parce qu'il y a des personnages principaux de chaque histoire qui se retrouvent dans une ou l'autre des histoires. Donc il y a un tissage, un maillage, et puis on a des personnages secondaires. Donc on a 8 destins qu'on peut lire ou parfois relire, parce que j'ai des lecteurs aussi qui m'ont dit, mais je reviens en arrière, ou je relis complètement le roman pour essayer de comprendre, de mieux comprendre comment sont tissées les histoires, parce que tout ça est bien sûr subtil, et on est très tenté de revenir en arrière pour se dire, ah mais ce personnage est croisé là, etc. Et alors d'ailleurs, quand vous construisez ce maillage, ce tissage, est-ce que c'est un peu comme le cliché qu'on a des scénaristes actuels qui vont faire un plan sur un paperboard, comme on a là à côté, avec des liens vers machin est en relation avec truc qui fait que... J'ai une libraire qui a fait un plan avec des post-it. Wow. Elle m'a dit j'avais besoin de comprendre la structure parce que c'était complexe et en même temps... C'est des lecteurs obsessionnels. Donc oui, j'ai une libraire qui m'a vraiment dit j'ai fait tout un plan avec des post-it. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je ne l'ai pas fait. Je travaille pas avec un plan. Je connais pas la fin quand je commence à écrire. J'ai besoin de me surprendre moi-même. Et si je connais la fin, je m'ennuie. Alors je suis plutôt habitée par des grandes thématiques. Il y a la thématique de l'invasion et l'invasion d'un territoire. À cela, je rajoute une couche, c'est l'invasion des corps, que ce soit un homme sur une femme, des parents sur des enfants, un maître sur un esclave, l'État sur un soldat, une nation sur une autre nation. Ces différentes échelles de domination, je les questionne. Donc ça, c'est la deuxième couche. Et puis la troisième couche, c'est l'invasion de l'imaginaire. Et ça, j'ai essayé d'en faire la démonstration. Donc c'est plutôt des grandes thématiques que je vais travailler plutôt qu'un récit qui commence par A, avec un milieu qui est B et une fin qui est C. Une structure déjà. Ouais. Alors oui, vous parliez du militaire, et ça c'est un autre fil rouge, enfin, qui fait un peu le lien entre les différents personnages, c'est Eliot Burns. J'avais un tout petit extrait. Donc parce que Eliot, je ne divulgage rien en disant qu'il va mourir, hein, puisqu'on le sait tout de suite. Et il écrit à différentes personnes, et ces lettres en fait, qui sont retranscrites en italique, viennent comme ça faire le lien entre les différents portraits, les 8 portraits. Alors il y en a 8. Il y en a 7, mais Eliot est un portrait. Ah, c'est ça. C'est lui qui écrit les lettres. Je le considère aussi comme un personnage principal à part entière. Mais c'est marrant parce que dans ma tête, il y avait, je sais pas, il y en avait 18. Oui. Moi, je suis pas du tout du genre à prendre des notes très précises et des post-it et tout. Donc là, comme ça, je me disais, mais c'est une galerie de portraits. J'avais beaucoup plus que 8 en tête. Mais bon, bref, peu importe, c'est un détail. Alors ça, c'est Eliot, c'est à la fin d'une lettre qu'il écrit
à ses frères bien-aimés. J'ai vécu avec les sauvages, avec les soldats. Ils étaient mes frères bien plus que vous ne l'avez été. Vous ne saurez jamais ce que c'est que le panache. Ainsi êtes-vous fait que votre esprit ne peut entrevoir la grandeur. Vous avez les yeux de mer, tout petits en tête d'épingle, fendus et arrogants, cruels et bestiaux. Ainsi êtes-vous fait. Je suis votre frère, votre aîné. Alors je vous l'ordonne. Montez jusqu'aux falaises de la Bravia, courez là-haut jusqu'à en perdre le souffle, et jetez-vous en riant dans le vide. Eliot Burns. Bon, on sent qu'il y a une petite histoire familiale un peu, Oui, il y a une un petite peu histoire lourde. familiale. C'est un personnage que j'ai rajouté au dernier moment. Il n'était pas prévu au départ. Et je me suis dit qu'il manquait un peu de lumière dans ce roman. Et ce personnage, malgré le fait qu'il va mourir, il va être pendu, eh bien, il apporte beaucoup de lumière. Alors, à travers des lettres qui sont intercalées entre chaque portrait. Alors, au début, il règle un peu ses comptes, parce que, voilà, à la veille de sa mort, forcément, si on a des choses à écrire, on va à l'essentiel. Donc, il va s'adresser à ses parents, à ses frères. Il va s'adresser à sa sœur, à la Sainte Vierge, etc. Donc, au début, il règle ses comptes. Et puis, notamment envers ses frères, lui qui est si différent, lui qui refuse de se battre, lui qui est quelqu'un de sensible, qui aime le monde de l'imaginaire. Je voulais un personnage masculin qui rachète les autres. C'est une figure assez christique, ce garçon, puisqu'il va mourir, comme Jésus, sur la croix. Et il promet à sa demi-sœur qu'il a cherchée toute sa vie, puisque c'est une esclave qui a été vendue, il lui promet de la retrouver dans le pays imaginaire. Voilà, donc c'est... et pour moi, voilà, la littérature, l'imaginaire, c'est mon refuge et c'est sans doute mon paradis. Et alors, c'est vrai que vous avez dit il apporte un peu de lumière, parce que il n'y a pas beaucoup de tendresse dans les rapports des autres protagonistes. Enfin, il y a une vraie cruauté. Alors moi, je trouve ça justement absolument fascinant, mais c'est bon, ne serait-ce que le premier personnage, donc qui est le personnage de la prostituée, c'est dur, quoi. Vraiment, là, on a dit, il faut vraiment avoir un rêve de terre promise très, très, très fort en soi pour vivre toutes ces horreurs et continuer quand même. Quand on part avec tant d'illusions, tant de naïveté sans doute, le rêve d'une terre promise, eh bien, on ne peut que la subir. Et ces personnages la subissent, la terre promise. Ils se font avaler et tout cru. Je traite beaucoup le paysage, qui est un paysage d'une nature très hostile. Je la traite littérairement comme un corps, et les corps, je les traite comme un territoire. Donc il y a beaucoup d'images comme ça, où la terre est percée, violée, vraiment, et en même temps elle est dévoreuse. Et puis les corps sont des territoires qu'on va envahir. Voilà, on va passer les frontières. Et donc c'est pour moi un mouvement assez intéressant. Et la violence, effectivement, il y a beaucoup de violence dans Terre Promise. Je ne pouvais pas traiter le sujet d'une invasion sans faire l'économie de la violence. Alors, on peut considérer que c'est violent, mais je pense que la fiction est toujours en deçà de la réalité. C'est toujours pire dans la vie réelle. Sinon, ce ne serait pas crédible dans un livre. Ça, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. Il y a certains épisodes de ma vie, si je les écrivais, on n'y croirait pas. Voilà. Donc, je pense que, certes, c'est très violent, mais il faut s'imaginer des personnes qui arrivent sur une terre avec très peu, une terre où il n'y a aucune infrastructure, il n'y a qu'une nature sauvage. Et quand on a peu pour s'en sortir, eh bien souvent, la fin peut être dramatique. Et elle est là. Elle l'est. Et est-ce que c'est aussi justement un message, est-ce qu'il y aurait, dans ce que vous voulez faire passer, donc il y a la thématique de l'invasion qui est très forte, et est-ce qu'il y aurait cette idée aussi que finalement, il n'y a pas de terre promise, où tout ça n'est qu'illusion, ces rêves de conquête. Bien sûr que je questionne la quête, la conquête. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai suivi mes parents qui étaient expatriés, et
Alors c'est formidable parce que l'exotisme nous change les idées, nous change de décor. Mais quand on vit à l'étranger, l'exotisme finit par disparaître. Et finalement, ce qui compte, c'est les gens. Il n'y a que ça qui compte. Donc on peut aller au bout du monde. C'est la relation qui est la plus importante. Donc à quoi bon partir ? À quoi bon partir ? Et la deuxième réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que quand on part, poussé vers un esprit de découverte, eh bien, on emmène avec nous une petite graine qui va petit à petit germer. Et cette graine est très mélancolique, parce qu'on vit toujours, au bout d'un moment, tourné vers sa terre natale, les yeux tournés dans les regrets. Et on désespère de retrouver ce qu'on a quitté. Ce sont des mouvements très, très ambivalents. Donc, oui, pour moi, la conquête, je m'y refuse. En revanche, la quête, je la poursuis. Et alors, ça me fait penser au dernier personnage, parce que c'est un pasteur. Hein, oui. Pasteur. Alors, c'est un prêcheur. Un prêcheur, oui, c'est ça, je cherchais tout le terme prêcheur que je cherchais. Et là, ça mêle à la fois, effectivement, la quête spirituelle, on va dire, et puis cette envie de changer d'air, on va dire. Mais précisément, et avec lui, vous le dites, qu'il se rend compte à un moment que tout le malheur qu'il a laissé par ailleurs dans sa terre natale, finalement, ça lui manque. Enfin, oui. Il est habité par la grande nostalgie de sa terre natale, même si il a quitté sa terre natale parce que sa famille était morte. Il les a enterrés. Il est parti dans l'espoir de recréer une communauté vierge de tout péché. Quelle erreur. Quelle erreur. Il aboutit totalement à l'inverse, presque. Il aboutit à l'inverse, puisqu'il va perdre la foi, qui sera d'une certaine manière son miracle. C'est un miraculé, puisqu'il demande à être libéré du poids des péchés de ses ouailles. Et il est exaucé, puisqu'il perd la foi. Et alors c'est paradoxal. Voilà, parce que s'il a perdu la foi, comment peut-il croire que c'est un miracle ? Or, pourtant, il a été exaucé. Et il vit avec le grand regret de retourner mourir parmi les siens. Et je crois que, moi, si j'ai une dernière volonté dans ma vie, ce sera de revenir mourir parmi les miens. Je vous le souhaite. Alors, j'avais une question aussi sur... Alors, les Indiens, effectivement, sont les personnages, finalement, les plus attachants. Les moins ouais. Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. J'ai pas voulu aller dans une vision naïve du... Oh, non, absolument pas. Dans Terre Promise, il y a effectivement des Indiens, on va dire des indigènes, qui sont dans un système social qui est différent de ceux qui les colonisent, mais qui n'est pas du tout exempt de violence. C'est vrai. Notamment vis-à-vis des femmes qui... l'objet des guerriers. Mais là, ce que je voulais vous demander, c'était sur... Vous avez inventé quasiment une langue. Alors, je ne sais pas justement si vous l'avez inventée ou si ça vient de... Et par exemple, ça donne ça. Donc, Wakiza était venu, lui aussi, malgré ses paroles. Il était venu prendre part à cette danse, poussé par l'irrésistible appel du désir et de la curiosité. Il était là, en retrait, comme si quelqu'un forçait sa présence. Et sa face affichait une grande contrariété. À son côté, Païné se moquait. Et là, donc, c'est Païné qui s'exprime. Wakiza a respiré de mauvaises fumées. Il dit qu'il n'aime pas les femmes capricieuses, et pourtant, il en veut une. Wakiza aussi est capricieux. Il va bien s'entendre avec les étrangères. Et c'est marrant, tout de suite, on sent qu'on est dans une autre langue. Et d'ailleurs, il y a beaucoup des répétitions, cette façon de redonner le nom à chaque fois. Il n'y a pas de pronom. Oui, je voulais que... Alors, il y a très peu de dialogue dans Terre Promise. Oui. Très, très peu. Cette tribu étrangère, forcément, pour moi, a une langue à part. J'insiste sur certains mots qui n'existent pas dans leur langue. Certaines notions, par exemple...
Il y a le mot amour sur lequel je brode. Moi, je trouve ça fascinant que d'une langue à l'autre, on puisse avoir des subtilités qui... prenons le mot amour. En français, on n'a que le mot amour pour désigner l'amitié, l'amour filial, l'amour envers une personne qu'on aime. Voilà. Donc, c'est vraiment... il n'y a qu'un mot. Et puis, il y a d'autres langues où il en existe une diversité. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et donc j'ai voulu inventer alors inventer non, puisqu'on comprend ce qu'on lit, mais donner un style différent. Mais c'est pas comme Tolkien. Non, je n'ai pas inventé de l'elfique. Non, j'ai pas cette capacité-là. Mais donner un ton, un style un peu particulier pour que ce soit reconnaissable. Là, oui, je me suis amusée. Et puis on voit bien qu'il y a un petit peu d'humour. C'est des relations fraternelles entre Païné et Wakiza. Et effectivement, j'aime bien... on dit que Terre Promise est assez désespérée, mais il y a quelques petits points de lumière. Voilà. Oui, alors pour moi, c'était pas désespéré. Effectivement, il y a une cruauté, une violence, ça, on l'a déjà dit. Mais au contraire, je trouve que le message au final est positif et lumineux. Donc. Oui, puis moi je m'intéresse beaucoup aux relations humaines. Donc j'ai pas fait une grande fresque historique. Je suis partie du point de vue de la sphère familiale. Donc ce sont c'est des histoires de famille en fait qui sont chères. Et la vie vraiment des gens. Oui. Enfin, au sens plus... Que ce soit dans le couple, là c'est une relation entre deux frères. Voilà, il y a différents schémas qui sont questionnés, et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens s'y retrouvent, puisqu'on a une galerie de personnages avec beaucoup de situations de famille très différentes. Et il y a un couple, c'est le chercheur d'or, lui, il supporte plus d'être chez lui, sa femme est extrêmement toujours derrière son dos à lui donner énormément d'ordre, et lui c'est un gentil, et en fait il va prendre le prétexte de la ruée vers l'or pour fuir sa femme. Oui. Toutes les raisons sont... C'est une raison supérieure. Alors vous nous avez dit, oui, que j'ai bien retenu ça, que vous travaillez la nature comme un corps et les territoires... Les corps comme des territoires. Comme des territoires. Et j'avais un extrait, peut-être que ça rend compte de ça. J'aime bien lire quelques extraits. Oui, vous faites bien. Alors c'est page 100, tout rond. Les attaques de hordes étrangères devinrent plus fréquentes. L'ennemi se multiplia. Les années qui suivirent furent celles du repli vers des terres toujours plus hostiles, pour fuir un adversaire multiple qui croissait en violence et en nombre. Quinta, alors ça peut être Quinta, mais je veux dire Quinta. Quinta vit passer les saisons avec le détachement des grands rochers de rivière. Personne ne put lui arracher le moindre mot. Au premier vent d'automne, elle murmurait des mélodies anciennes. La neige venue, sa bouche redevenait un tombeau. Et les enfants la surnommèrent Bouche de pierre. Ça n'était plus Quinta brise d'automne, mais Quinta bouche de pierre. Les jeunes les plus hardis lui lançaient parfois des cailloux, car le silence est le signe inquiétant d'un territoire où aucun mot ne survit assez longtemps pour prendre forme. Un territoire rendu à lui-même, envahi par les racines, les ronces, les troncs pourrissants, les lichens et les vers blancs. Voilà, je trouve que ça exprime peut-être bien ce corps, voilà. ce corps nature. Ce corps nature. Et puis alors il y avait une toute petite phrase que j'avais notée, je l'avais notée même. Il est des joies fugaces au spectacle du monde qui font bondir le cœur en un élan sans cause. Là, j'adore ça, parce que c'est vraiment, là j'ai l'impression d'une langue du XVIIe siècle. C'est presque une poésie, poésie sans vers. J'ai travaillé le texte pour le rendre à bien des moments poétiques. Il y a des alexandrins, il y a des répétitions, des phrases qui sont comme des litanies. On est parfois à la limite de la prière. Et alors, bon, j'en ai enlevé parce que j'en avais mis beaucoup au départ. Donc, mais je trouve que la répétition, on est dans la rengaine, on est dans quelque chose qui tend vers le conte. Et mon objectif, ce n'était pas de parler, d'écrire un livre sur la conquête de l'Ouest, mais plutôt d'écrire une sorte de mythologie de la conquête. J'ai utilisé ces moyens aussi pour accéder au lyrisme,
d'une Iliade et d'une Odyssée. Voilà. L'Iliade et l'Odyssée, vous les aviez en tête Oui, je les avais en tête, puisque on fait un grand voyage et puis on revient chez soi. Voilà. Avec beaucoup de difficultés. Oui, avec beaucoup de difficultés. Voilà. Oui, on est vraiment sur la thématique de... c'est assez homérique, la question du départ. Moi, j'ai été pétrie de culture judéo-chrétienne, donc j'ai aussi des images comme ce fils prodigue qui part, qui dilapide tout et qui revient. Ça, c'est des légendes. Pour moi, c'est des légendes. Hein, qui m'ont beaucoup nourri quand j'étais jeune et édifiée. Voilà, les grands départs. Moi, j'ai lu beaucoup de mythologie grecque et romaine aussi. Je trouve ça passionnant. Et puis dans Terre Promise, il y a des phrases comme ça que j'ai tirées notamment du rite catholique. Je ne sais pas si vous les avez repérées, mais par exemple à la messe, on dit seulement une parole et je serai guéri. Oui, ça me dit quelque chose. C'est une phrase qui est dans le rite, dans toutes les messes, on dit cette phrase. Et s'il fallait retenir une phrase de la religion catholique, pour moi, c'est celle-ci. Il y en a beaucoup que je ne peux plus prononcer parce que je suis en total désaccord. Mais celle-ci, elle m'habite. Et effectivement, elle est dans le... Oui, elle est dans ce roman. Peut-être qu'elle sera dans tous mes romans. Celle-là, je la connais bien pour aussi. Moi, voilà, dis seulement une parole et je serai guéri. Je pense que... Alors, je ne sais pas si la littérature guérit, mais en tout cas, la parole, si elle a sa fonction la plus majeure, pour moi, c'est ça. Elle guérit sûrement, parce qu'il y a même la bibliothérapie. Maintenant. Oui, exactement. Dans les autres influences littéraires, s'il y en a, est-ce qu'au moment de l'écriture de Terre Promise, il y aurait un modèle ou pas du tout? Ou est-ce que c'est justement... Bon, on sait bien que les écrivaines, les autrices, les auteurs et les auteurs sans eux sont d'abord des grands lecteurs et lectrices. Donc, est-ce que là, pour... Alors moi, j'ai beaucoup aimé Cormac McCarthy, avec Méridien de sang, qui là est une fresque abominable, très dure, sur des hordes. Alors on suppose qu'elles sont mexicaines, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Des hordes qui dévastent tout, c'est totalement sanglant. Et c'est magnifiquement écrit. Après, j'étais vraiment aussi influencée par Jacques Abeille, qui est un auteur français, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui a écrit des choses absolument somptueuses, notamment un roman qui s'appelle Les Jardins statuaires, et qui est d'une poésie vraiment très très forte. Donc c'est une grande source d'inspiration pour moi. Ou par exemple Les Saisons de Maurice Ponce, c'est aussi un petit roman très particulier. C'est un personnage qui arrive dans un village ou dans une contrée complètement perdue. Et il y a en même temps... ils ont un destin désespéré, ces gens-là, mais il y a un humour qui est absolument ravageur. Et je suis fascinée justement par ces auteurs qui arrivent à susciter différentes émotions en nous, voilà, en un même texte. J'ai envie qu'on arrête là pour Terre Promise et qu'on va continuer à parler un petit peu encore. Mais là, je pense que nos auditrices et nos auditeurs ont suffisamment d'informations pour se jeter sur le livre et le lire. Je les y invite chaleureusement. Mais là, je voulais justement parler aussi de sa réception, parce qu'elle est très bonne. Vous avez non seulement eu le prix hors concours, mais pas seulement. Excusez-moi, oui, j'ai pris des notes parce que je ne les ai pas tous en tête, mais il y avait donc le prix de l'usage du monde, c'est joli en plus ça comme... Très, très belle librairie. Et le prix du premier roman, L'Esprit large. Donc 3 prix quand même pour un premier roman, c'est pas mal. Et puis bon, une presse aussi, un accueil vraiment... Oui, alors c'est chouette, ça. Moi j'étais déjà vraiment enchantée de publier un premier roman. Et je ne m'attendais pas à une si bonne réception, donc c'est un peu déroutant. Quand on écrit, si on choisit d'écrire, c'est qu'on n'aime pas parler. Donc j'étais un peu forcée de parler. Au début, ça a été un peu compliqué. Puis bon, maintenant, je dirais pas que j'y ai pris goût, mais en tout cas, c'est plus simple. Et puis la rencontre avec les libraires, avec les lecteurs, c'est une rencontre formidable. Voilà, je trouve ça très très enrichissant.
Et effectivement, il y a une bonne réception. Donc, je pense que c'est l'alchimie de plusieurs choses. Hein. Il y a un bouquin pas trop mauvais, un éditeur qui fait bien son travail. Et puis, je pense aussi un facteur chance, puisqu'il y a énormément de très bons romans, très bons premiers romans, qui passent peut-être inaperçus. Voilà. Donc, je suis très heureuse de ce qui se passe, mais je reste les pieds sur terre. Bravo. Bon, alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a un facteur chance, comme dans tout. Alors c'est marrant, j'avais vu comment on appelle ça, le feng shui, vous savez. Oui. Le feng shui, il paraît qu'il calcule comme ça les moments les moments les plus propices. Il y a des fenêtres de tir. Non, je n'ai pas calculé ma fenêtre de tir. Je n'ai pas fait de feng de shui. Le feng shui avec le penseur. Non. Ça c'est une méthode, mais effectivement, oui, quand on pense rentrer. Il est sorti quand déjà? Le 22 août. 22 août, voilà. 2024. Donc effectivement, c'est la rentrée. La fameuse rentrée littéraire. La déferlante. Voilà. Quand on dit rentrée littéraire, oui, c'est un tsunami de nouveautés, oui. De premiers romans. Et donc arriver à sortir la tête de l'eau, c'est déjà pas mal. C'est ça, bravo. Non mais bon, c'est mérité. Et alors oui, j'avais une autre question que je trouve intéressante sur votre parcours, c'est que vous avez longtemps été connu dans le monde des lettres comme les sœurs du Prélatour, puisque vous avez... D'ailleurs, je me suis demandé au début si j'avais bien Bénédicte en face de moi. Ça m'est arrivé d'échanger parfois... alors, moi, bien sûr, j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Florence du Prélatour, qui est autrice de bande dessinée depuis une vingtaine d'années, donc elle a pris un petit peu d'avance sur moi. C'est vrai que certains festivals où elle n'avait pas forcément très envie de dédicacer, j'y suis allée à sa place. Ça y est. Mais comme je ne suis pas bonne dessinatrice, je mettais un petit bandage et je disais que je m'étais fait mal à la main. Et avec elle, donc c'était déjà les scénarios, c'était déjà l'écriture. On a co-scénarisé ensemble 3 bandes dessinées jeunesse. On s'est beaucoup amusé. C'est pas mon projet, vraiment ma vision. Je ne veux pas forcément le développer, mais c'est surtout le plaisir de travailler avec ma sœur, de produire une bande dessinée qui est amusante et plaisante. Et puis après, je pense qu'on pourra avoir des projets communs, sans doute. On en a toujours eu. Le grand avantage des jumeaux, c'est qu'on est avec quand on arrive sur Terre, on est avec son âme sœur. Voilà, donc j'ai pas besoin de chercher. Et alors, est-ce que c'est votre première lectrice? Bien sûr, c'est surtout mon premier juge, avec une grande intransigeance. Donc j'ai plus peur de passer, que mon manuscrit arrive entre ses mains qu'entre les mains d'un éditeur. Pour moi, c'est le passage du feu. Oui. Et elle a été justement, elle vous a beaucoup entre guillemets aidé ou conseillé ou critiqué ou je sais pas, ou encouragé. Pourquoi? Elle m'a beaucoup soutenue. Elle m'a beaucoup soutenue et puis voilà, on a des destins parallèles et en miroir. Voilà, elle dessine, moi j'écris. Voilà, on a des chemins de création qui sont complémentaires. Et avec des sujets qui nous sont propres à chacune. Voilà, on a chacune nos obsessions qu'on travaille et qu'on creuse. Voilà, chacune nos terres promises. Et Terre promise, vous l'avez beaucoup réécrit? Ça passe comme... Alors, j'ai plutôt fait un travail de dentelle avec l'éditeur. Où il me proposait des suggestions quand il pouvait y avoir des lourdeurs ou des passages un peu trop descriptifs ou une thématique qui était peut-être à creuser. Voilà, donc quand je lui ai soumis mon manuscrit, il restait, on va dire, pas grand-chose à faire au niveau de la structure. J'ai juste rajouté, en discussion avec lui, ces lettres de Elliot Burns. C'est, on va dire, la partie la plus structurelle à laquelle j'ai touché. Sinon, avec l'éditeur, ça a été un travail de dentelle. Voilà, pour améliorer, nettoyer, parce que quand on a lu 10 fois son manuscrit, on ne voit plus rien, on ne voit plus les répétitions, les lourdeurs, voilà. Et par cœur. Voilà, exactement. Donc l'éditeur a joué ce rôle-là, il l'a joué à merveille.
Et Terre promise, c'est votre titre ou c'est un titre? Oui, c'est mon titre. Ça, j'y tenais absolument. C'est bien. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, bon, ça c'est pour nos amis auditrices, auditeurs, que oui, il y a très souvent les éditeurs qui vont imposer, enfin qui peuvent imposer un titre. Il y a bien sûr une discussion Oui, je pense que avec l'auteur. quand on est intelligent, on trouve ensemble. C'est ça, exactement. Une co-création. Oui. Mais là, il n'y a pas eu de sujet sur le titre. Est-ce que vous êtes déjà sur l'écriture d'un prochain roman? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, vous dites, ça fait 10 ans que vous écrivez, donc vous écrivez tout le temps, en fait. Enfin, comment ça marche, oui, votre... Enfin, quand je dis tout le temps, c'est tous les jours, ou est-ce que vous avez des rituels? Moi, je vole du temps pour écrire. C'est un peu schizo, parce que je rêverais d'avoir un mois devant moi pour ne faire que ça. Mais j'ai une petite voix qui me dit peut-être que j'en ferais mauvais usage si j'avais qu'un mois entier. Voler du temps sur du temps personnel, du temps familial, du temps amical, eh bien c'est là où je suis la plus performante. C'est là où j'arrive à donner le plus de moi-même. Donc c'est toujours un peu... c'est frustrant parce que je considère que j'en manque tout le temps. Et en même temps, c'est un moteur de me dire, allez, je vais voler du temps, je vais voler du feu sacré. Mais j'ai besoin au minimum de 3-4 heures devant moi. Voilà. Oui. Et puis moi, je suis une grosse dormeuse, donc je ne suis pas de ceux qui écrivent la nuit jusqu'à point d'heure. J'ai besoin de mes entre 8 et 10 heures de sommeil. Donc ça, je ne le sacrifie pas. Voilà. Et vous écrivez... Si vous avez le choix, justement, est-ce que vous écrivez plutôt le matin ou... Le matin, je préfère écrire le matin. Je préfère écrire le matin. Si je peux avoir, par exemple, tout un samedi pour moi, je m'enferme chez moi, je reste en pyjama et je régresse et je m'installe dans mon lit et j'y reste toute la journée. D'accord. Et là, j'ai absolument pas besoin de voir des gens. Bien au contraire, j'ai fui. Et alors, oui, la question de la musique, parce que donc, c'est un podcast, j'ai pas le droit de diffuser des œuvres en intégralité, puisque c'est pas une radio, mais j'ai le droit de diffuser des extraits. Est-ce que quand vous écrivez, vous écoutez de la musique? Pas du tout. Ou est-ce que la musique vous inspire d'une manière ou d'une autre? Je n'écoute pas de la musique quand j'écris, parce que pour moi, écrire, c'est déjà de la musique. Je suis dans une partition, j'ai besoin d'écouter le rythme d'une phrase, la musicalité des mots, et ça viendrait vraiment trop me perturber si j'écoutais de la musique. Est-ce que vous relisez à haute voix? Non, mais peut-être faut-il que je le fasse, parce que c'est peut-être efficace. J'ai jamais essayé, en fait. J'ai jamais essayé, mais j'essaierai. Vous me direz. Oui. Voilà, mais sinon, j'ai pas énormément de rituels. Je bois de la ricorée. Moi, je suis comme une mamie. Je suis une adepte de la ricorée. C'est bien, c'est bon. Oui. Donc, il n'y a pas de musique qui accompagnerait Terre promise. Ou, alors, pas pendant l'écriture, mais si jamais, comme dirait Léa Salamé le matin sur France Culture, si vous étiez une musique aussi, ou si Terre promise était une musique, qu'est-ce que ça serait? J'ai pas du tout envie d'y apposer... Le problème de la musique, c'est que on pourrait être tenté d'y apposer une musique de genre, une musique de western, une musique américaine, et j'ai pas du tout envie de ça. Je pencherais plutôt vers des bruits de la nature, du vent qui souffle dans un couloir glacé. D'accord, bon, on va faire ça. Voilà, la bise qui souffle sur une lande, voilà, ou dans un couloir de montagne, avec en haut un oiseau qui tournoie et qui pousse un cri perçant. D'accord, il faut que je trouve un beau bruit de vent. J'ai jamais utilisé le vent, j'ai utilisé l'eau, les oiseaux tout le temps. Ce qui fait très froid dans Terre promise. C'est ça. J'ai trouvé du vent. Oui, donc un prochain livre en... J'ai plusieurs idées, je tourne autour de plusieurs idées. Pour l'instant, je teste.
j'ai pas mal de choses qui m'inspirent. Je suis souvent inspirée par des sensations, des impressions. Par exemple, j'ai des images mentales qui arrivent. En ce moment, ça fait longtemps que je veux écrire sur un pays où il n'y a que de la brume. Voilà, je trouve que... L'Angleterre? Non, pas eux. Non, mais voilà, je tourne autour de certains sujets à partir de sensations ou d'impressions. Il y a le feu aussi que je trouve intéressant. J'ai envie d'écrire sur le feu. Mais il y a d'autres sujets aussi. Il y a d'autres sujets. Les déchets, l'ordure, pour moi, c'est un sujet absolument fascinant. Voilà, ça me plaît beaucoup. Et envahissant. Oui, mais l'ordure sous toutes ses formes. Hein. Il y a ce qu'on met dans la poubelle, et puis il y a l'ordure qu'on a en nous, l'ordure qu'on essaye de nous mettre dans notre tête et qu'on voit envahir les réseaux sociaux. Voilà, l'ordure, elle prend plein de formes différentes. C'est vrai que c'est un sujet fort. Là. Voilà, donc comment on le traite, comment on fait le ménage, comment on recycle tout ça. Très bien, on a hâte de lire ce roman sur la thématique ordurière. Pour finir, c'est une question un peu rituelle pour le coup là, du podcast, parce que c'est vrai qu'au début, c'est ce qu'on vient de faire là, mon idée c'était vraiment d'essayer de creuser ce qu'il y a derrière. C'est quoi écrire un roman, quoi. Donc oui, ma dernière question, ce serait si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, ce serait quoi? De cultiver ses obsessions, de ne pas trop faire lire, voilà, de faire confiance aux grands thèmes qui nous traversent, parce que je pense qu'on écrit que sur 2-3 sujets en permanence et jusqu'au bout. Il n'y en a pas 36. Ça prend plein de formes différentes. Mais ces sujets autour... Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, il faut y aller à fond. Et en conseil d'écriture, là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, bien sûr, à son sujet, mais aussi au style. Et si on peut arriver à faire coïncider son sujet avec son style, là, on arrive à quelque chose qui peut formellement être très, très, très intéressant, avec une mise en abîme de la forme sur le fond, qui renforce complètement l'expérience de lecture. Il ne faut pas hésiter aussi à s'imposer des contraintes d'écriture. Les contraintes, ça force l'imagination. Et ça permet aussi d'adopter un style qui n'en est que plus fort. Un exemple de contrainte? Moi, je m'en suis donné. Hein. J'ai épuré le texte d'un certain nombre de mots. C'est une forme de contrainte. Mais on peut supprimer tous les E d'un texte. Ça s'appelle la disparition. C'est ça. Alors, ça, c'est un tour de force. Et quand on parle dans ce roman, la disparition, ça parle de la disparition des parents. Donc, on a entre le sujet et la contrainte formelle une cohérence totale. Donc voilà, si on peut arriver ce tour de force-là dans un roman, eh bien, je trouve ça fascinant et ça, je pense que c'est tout l'intérêt de la littérature. Merci beaucoup pour ces excellents conseils. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Terre promise au pluriel, aux éditions du Penseur. Merci beaucoup, Bénédicte Dupré-Latour. Merci pour ce beau podcast. Et à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.